son équilibre, Ouattara Draman doit quitter le pouvoir en Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien doit se débarrasser du tyran. Et il n'y a pas 36 000 solutions. La liste des coups d'État, je vous ai dit que Alassane Ouattara est le champion. Alassane Ouattara est le champion des coups d'État perpétrés. J'ai fait à un moment donné un document à l'adresse de ceux qui ont des problèmes de mémoire. Parce que certains ne savent pas qui est Ouattara. Certains ne savent pas qui est Ouattara. Et voilà. J'ai fait un petit document intitulé Alassane Draman Ouattara, le plus grand déstabilisateur d'Afrique de l'Ouest. Les faits sont indiscutables. Écoutez tout ce que lui, là, il a fait. Tentative de coup d'État en décembre 1993 contre le régime PDC-RDA du président Houphouët. Tentative de coup d'État en octobre 1995. Les Français en particulier se sont spécialisés dans la médiatisation des actions terroristes. Aujourd'hui, les principales organisations terroristes qui ensanglantent le continent africain ne possèdent pas d'outils de communication propres. Leurs outils de communication les plus importants correspondent exactement aujourd'hui à l'ensemble des médias d'État français. Si vous voulez savoir ce qu'un groupe terroriste a fait en Afrique, il vous suffit de suivre régulièrement France 24, RFI, TV5, Le Monde, Jeune Afrique. Si vous suivez régulièrement ces médias, vous serez abondamment abreuvé des supposés faits d'armes des terroristes. Il n'y a pratiquement pas un autre pays de ce monde où des médias, bien souvent des médias d'État, assurent une telle couverture impressionnante aux actions des groupes terroristes. De prime abord, on pourrait dire que la grande coalition militaro-politique occidentale étant à l'origine de la déstabilisation continentale africaine, il est tout à fait logique que les médias occidentaux soient les porte-voix des groupes terroristes qui sont en fait des mercenaires de l'OTAN. Ça, c'est l'explication la plus globale et la plus générale. Mais on devra quand même essayer de comprendre pourquoi la presse d'État française, quant à elle, bat tous les records. Pourquoi elle est en avance sur la presse américaine, la presse d'État américaine, en avance sur toutes les autres presses européennes, asiatiques, en avance sur toutes les autres presses du monde, quand il faut donner, eh bien, la une, quand il faut donner écho aux actions des terroristes, il n'y a pas meilleure presse actuellement sur la terre des hommes que la presse d'État française. On doit donc sérieusement se demander pourquoi, au cœur de la presse occidentale qui est très complaisante envers tout ce qui déstabilise les autres parties du monde en dehors de l'Occident, pourquoi la presse française se caractérise-t-elle par cette appétence, par ce suivi, cet éloge, par cette proximité avec le terrorisme? En effet, quand on regarde les journalistes de la presse d'État française, qui sont présentés comme des spécialistes du terrorisme, on se rend compte qu'en fait, presque tous ces journalistes sont en contact avec les groupes terroristes, sont en contact avec les chefs terroristes. Et plusieurs de ces journalistes ont même parfois fait des voyages en compagnie des chefs terroristes. Je vous donne l'exemple, eh bien, d'un journaliste qui avait été, eh bien, nous disait-on, enlevé pendant quelques années au Sahel et qui, après coup, a révélé qu'il était allé à la rencontre des terroristes, à la demande des terroristes, avec un billet d'avion des terroristes. Il a révélé qu'il avait été reçu et logé dans un hôtel par les groupes terroristes. Et on a fini par apprendre même que ce journaliste, Olivier, son nom me reviendra, Olivier Dubois, on a même appris que ce journaliste avait été accompagné pour être remis aux terroristes par un détachement de l'armée française. Donc,
En fait, ce qu'il faut souligner, c'est que la presse française qui fait la propagande du terrorisme est une presse d'attachés de presse des groupes terroristes. C'est-à-dire que des journalistes comme Wassim Nasr, comment il s'appelle, le hibou de Dakar, eh bien, Bogbo Oundada, Daniel, Serge Daniel, Bogbo Oundada, tous ces gens-là sont des confidents. Ils sont dans la confidence des groupes terroristes. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les chefs terroristes qui leur donnent les informations sur leurs actions. Et d'une certaine façon, quand ils ont fait la propagande des chefs terroristes, il est probable que les chefs terroristes vérifient si la communication s'est bien passée à travers les liens des publications de ces journalistes secrétaires du terrorisme. Eh bien, les chefs terroristes vérifient si ça s'est très bien passé lorsque ce qu'ils ont donné à Wassim Nasr, ce qu'ils ont donné à Serge Daniel Bogbo Oundada, quand tout cela est bien publié sur France 24, sur TV5, sur l'AFP, sur Jeune Afrique, j'imagine que ces journalistes sont tout à fait félicités pour leur bon travail. Donc, la première explication de cette proximité entre la presse française et les groupes de terroristes, elle se trouve dans la collusion d'intérêts entre la ligne éditoriale de la politique néocolonialiste française et la mission qui a été assignée aux groupes terroristes à partir de 2011 en Afrique. Quelle est la mission qui a été assignée aux groupes terroristes? Il s'agit de semer le chaos afin de permettre à l'Occident en général, au néocolonialisme français en particulier, d'imposer leur ordre. Les terroristes sont des agents du chaos, mais ce chaos est au service de l'ordre hégémonique occidental. Il s'agit de faire régner l'ordre hégémonique occidental par le chaos infligé à toutes les parties du monde où l'Occident ambitionne tout naturellement le pillage du pétrole, de l'or, du gaz, du manganèse, de l'uranium, du lithium, du cobalt, de l'aluminium, le pillage du diamant, bref, toute portion de la terre où les puissances occidentales ont décidé de mettre leur grappin sur les richesses, connaît la visite des pionniers de l'hégémonie occidentale, c'est-à-dire les groupes terroristes qui sont en fait des mercenaires des puissances de l'OTAN. Je tiens à vous faire remarquer que c'est à peu près le même mécanisme qui avait été mis en place pour la colonisation. C'est ce qu'on a appelé la dialectique des 3 M. Les puissances esclavagistes et impérialistes occidentales ont utilisé une partie des missionnaires et ensuite ils ont utilisé des marchands qui se présentaient comme de simples explorateurs venus découvrir la beauté des paysages africains. Quand ils ont fini d'imposer leurs missionnaires et par la suite d'imposer leurs marchands, tout d'un coup ont surgi leurs militaires et le processus colonial était lancé. Au XXIe siècle, les grandes puissances impérialistes de l'OTAN utilisent les groupes terroristes à affichage religieux pour cacher, camoufler leur avancée vers les terres étrangères qu'ils veulent piller. Al-Qaïda et l'État islamique ne sont pas des organisations dédiées à la promotion de la religion. Non. Ce sont des organisations qui utilisent le thème religieux pour voiler leur véritable mission, celle de déstabiliser les parties du monde que l'impérialisme occidental et moyen-oriental veut piller, veut exploiter, veut appauvrir. Donc, les objectifs des puissances de l'OTAN, les objectifs du néocolonialisme français, sont en parfaite phase avec les objectifs des groupes terroristes. Les groupes terroristes sont des pionniers, ils sont des ouvreurs de route. Les groupes terroristes viennent préparer le terrain pour que les forces militaires de l'OTAN, de l'Europe, les forces militaires américaines, etc., imposent leurs bases militaires partout. Et c'est grâce à ce mécanisme qu'on a aujourd'hui près de 835 bases militaires américaines dans le monde entier. Vous remarquerez que partout où il y a des bases militaires américaines, il y a d'abord toujours eu des opérations de déstabilisation qui ont obligé et même contraint les gouvernements à accepter l'occupation militaire. C'est ce principe-là qui a permis au néocolonialisme français pendant longtemps de conserver des bases militaires dans plusieurs pays africains. Dans la plupart de ces pays, il avait commencé par organiser des coups d'État
par faire assassiner les dirigeants africains qui servaient véritablement les intérêts souverains des peuples africains. Dans tous ces pays, le néocolonialisme français a imposé d'abord ses valets, ses vassaux. Et une fois qu'il l'a fait, il leur a fait signer des accords de coopération et de défense qui, de facto, organisaient la recolonisation économique, la recolonisation militaire, la recolonisation politique du continent africain. En 2011, c'est exactement le même mécanisme qu'ils ont mis en place. Ils ont envoyé Al-Qaïda et l'État islamique pour semer le trouble dans tout le Sahel. Et dès que le trouble a été semé, ils ont imposé à tous les pays sahéliens d'accepter l'occupation militaire des troupes occidentales. Et une fois que les troupes occidentales ont occupé le Niger, le Burkina Faso, ont occupé le Mali, les groupes terroristes se sont mis à progresser vers le golfe de Guinée, vers le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, car l'objectif numéro 2, c'était prendre le golfe de Guinée. Et pendant même que l'objectif numéro 2 était atteint, on projetait d'autres groupes terroristes mercenaires de l'OTAN sur le bassin du Congo. Mais là, on utilisait directement les États satellites de l'OTAN que sont le Rwanda de Kagame et l'Ouganda de Museveni. Et on projetait carrément des terroristes de l'État islamique et d'Al-Qaïda au Mozambique pour empêcher les Mozambicains d'être les maîtres de leur gaz et de leur pétrole de la région de Cabo Delgado. Donc en fait, si vous regardez la carte de l'Afrique et la carte de la présence des mouvements terroristes, vous vous rendrez compte qu'elle correspond exactement à la carte des zones où sont consignées les plus grandes réserves de matières premières stratégiques africaines. C'est sur ces zones qu'on projette les groupes terroristes afin de forcer les gouvernements à se soumettre aux conditions hégémoniques occidentales. Donc il faut comprendre que la presse néocolonialiste française promeut les terroristes parce que les terroristes sont au service de la tentative de recolonisation massive du continent africain par l'ancienne puissance coloniale française. Voilà l'unité, voilà la collusion d'intérêts, voilà le point de jonction entre les groupes terroristes qui ensanglantent l'Afrique et les géostratèges néocolonialistes français. Ces groupes terroristes sont regardés par les géostratèges néocolonialistes français, par les géostratèges impérialistes occidentaux comme étant des avant-coureurs, des pionniers, des gens qui ouvrent le chemin au maintien de leur hégémonie. J'ai été très étonné par contre de la manœuvre qui a été tentée après l'attentat terroriste du 29 janvier 2026 contre l'aéroport président Hamani Diori à Niamey. La manœuvre qui a été tentée par la presse néocolonialiste française, et notamment, je cite ici, Le Figaro, c'est de présenter cette attaque comme une victoire des groupes terroristes et de présenter l'armée nigérienne et ses alliés russes comme ceux qui ont été défaits. Écoutez, quelle que soit la manière de rendre compte de l'attaque terroriste de l'aéroport de Niamey, il y a des chiffres qui sont incontestables et que personne n'a contesté. Premièrement, les assaillants ont laissé une vingtaine de morts sur le carreau. Deuxièmement, les défenseurs donc de l'aéroport, c'est-à-dire les forces armées nigériennes et un détachement des forces armées russes, eux, ils ont essuyé 4 blessés. 4. Et plusieurs dizaines d'assaillants ont été arrêtés. Et il faut ajouter qu'en plus, la quasi-totalité du matériel militaire et du matériel de transport des assaillants a été saisie par les autorités nigériennes. Il faut rappeler qu'en moins d'une heure, l'attaque a été réduite à néant. Or, Le Figaro essaye de présenter l'attaque de l'aéroport de Niamey comme une défaite de l'armée nigérienne et une victoire des groupes terroristes. Et c'est cette ligne éditoriale que l'AFP, France 24, TV5, tous ces médias-là relaient. Dites-moi, le 13 novembre 2015, à Paris, les mêmes terroristes-là de l'État islamique massacraient plus de 130 personnes. Plus de 130 personnes dans la salle de spectacle du Bataclan. Est-ce que vous vous souvenez que ces médias aient présenté ce massacre comme une défaite de l'armée française?
Est-ce que vous vous souvenez qu'on a dit que l'État français s'était effondré? Parce qu'on a tué plus de 130 personnes, si je me souviens, en pleine capitale. Est-ce que vous vous souvenez? Tous les mêmes médias, que ce soit France 24, TV5, Jeune Afrique, Le Monde, Le Figaro, tous ces médias se sont entendus pour, bien sûr, faire chorus autour des victimes du terrorisme et dénoncer la barbarie inhumaine et bien des coupables du terrorisme. Allez lire rétrospectivement la ligne éditoriale de ces mêmes journaux lorsqu'en pleine capitale française, les groupes terroristes massacraient plus de 130 Français. Cela n'a jamais été présenté comme l'effondrement de Paris, l'asphyxie de Paris, la chute de Paris, la défaite de Paris. Mais je vous donne un exemple encore plus impressionnant. Lorsque l'Amérique fut frappée le 11 septembre 2001 par les terroristes d'Al-Qaïda qui détruisirent les deux tours jumelles, les Twin Towers du World Trade Center de New York. Quelle a été la ligne éditoriale dominante des médias occidentaux? Leur ligne éditoriale dominante a été la solidarité envers l'Amérique. L'Occident tout entier s'est tenu comme un seul homme pour dire qu'il était solidaire de l'Amérique qui a été frappée. Vous comprenez donc très bien l'arrière-fond raciste, l'arrière-fond colonialiste et impérialiste de cette presse néocolonialiste française. Lorsqu'on attaque un pays africain, le réflexe de cette presse n'est pas la solidarité envers l'État, envers la République, envers le peuple. Leur réflexe premier est de souligner à la limite la bravoure, la dextérité, le dynamisme des assaillants terroristes. En même temps, rétrospectivement, on peut comprendre pourquoi ils félicitent les terroristes. Pour féliciter les terroristes, il faut être de mèche avec eux, c'est-à-dire les avoir envoyés. En effet, il serait étonnant que la presse néocolonialiste française critique les terroristes. Parce qu'à ce moment-là, les terroristes pourraient se retourner contre ceux-là même qui, depuis le saccage de la Libye en 2011, les ont envoyés massacrer en Afrique afin de justifier la recolonisation militaire, économique, politique et culturelle du continent africain. Donc, on peut à la fois comprendre la presse néocolonialiste française, mais on doit la condamner. On la comprend parce que cette presse est logique. Puisque les groupes terroristes défendent les intérêts néocolonialistes français, il est logique que la presse néocolonialiste défende et promeuve les actions des groupes terroristes. Mais ce qu'il y a de scandaleux ici, c'est que cette presse ne se rend pas compte que par là, elle aggrave le fossé qui existe déjà non seulement entre les opinions françaises et africaines, mais elle aggrave le fossé politique et aggrave le différend politique entre la France et l'Afrique. Un différend qui va tourner, comme on le voit très bien, au désavantage de la France. Car la France ne peut plus coloniser l'Afrique. La France ne peut plus. Elle n'en a plus la capacité. Elle n'en a plus la capacité économique. Elle n'en a plus la capacité militaire. Elle n'en a plus la capacité morale. Par conséquent, cette logique de règlement de compte qui consiste à applaudir les terroristes qui tuent les Africains est en réalité un auto-sabotage de toute la diplomatie française en Afrique. Plus la presse d'État, la presse néocolonialiste française prend parti pour les terroristes, plus la rupture morale, la rupture psychologique, la rupture symbolique et même spirituelle entre les peuples africains et la France, cette rupture s'aggrave. Donc en fait, la politique médiatique néocolonialiste de la France est la meilleure façon d'enterrer l'avenir des relations franco. J'ai essayé, quand j'étais militant du Parti socialiste français, de l'expliquer à mes camarades du Parti socialiste français pendant une dizaine d'années. Ils n'ont jamais compris. Et j'ai donc compris, après cette expérience, que seule la lutte de libération des Africains, seules les décisions des Africains mettront fin à la France-Afrique. N'espérons pas de l'élite politique française actuelle qu'elle mette fin à l'ensemble des structures de la domination néocolonialiste, raciste et impérialiste de la France en Afrique ou de l'Occident en Afrique.
On ne peut compter que sur la lutte des peuples, des gouvernements, la lutte des Africains pour reprendre partout où cela est nécessaire et possible leurs droits, leur initiative dans l'histoire. Dans les faits, contrairement à ce que raconte la presse néocolonialiste française, le groupe terroriste qui a attaqué l'aéroport de Niamey a été taillé en pièces. C'est une opération foireuse. Par principe, un groupe de combattants qui mène une opération ne se garantit pas seulement des options pour atteindre l'objectif, mais il se garantit aussi des options pour replier. D'ailleurs, nous tous voyons bien tous les jours, à travers le Sahel, des images de terroristes en train de fuir. Si c'était des gens qui aimaient aussi gratuitement la mort, pourquoi fuient-ils à l'approche des vecteurs aériens ou des vecteurs terrestres des armées du Sahel? C'est parce que, en fait, comme tout combattant rationnellement structuré, le terroriste aussi veut mener une opération et pouvoir rentrer pour pouvoir mener d'autres opérations et atteindre d'autres objectifs. Donc si ceux qui ont été neutralisés sur la base 101, eh bien, l'ont été, c'est parce qu'ils n'ont pas été capables de se replier. Donc l'opération militaire contre la base 101 est un fiasco absolu. Aucun des véritables objectifs opérationnels qui avaient été fixés à ces groupes terroristes n'a vraiment été atteint. Les dégâts qu'ils ont commis sont absolument limités. Et qui plus est, la plupart d'entre eux ont été soit tués, soit arrêtés. Il n'y a aucune façon de présenter une opération comme ça comme une victoire. Sauf dans le Figaro, qui se moque à la fois de l'intelligence des Français et de la vigilance des Africains. La presse néocolonialiste française ne tient même pas compte de la confirmation des accusations du président Tiani qui a été donnée cette fois-ci par les renseignements généraux russes. Les renseignements généraux russes sont formels. À savoir que les plans du néocolonialisme français consistent à décapiter tous les pays africains où il y a des dirigeants qui ne se soumettent plus à la France-Afrique. En première ligne sont les pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Les renseignements généraux russes sont formels sur ce point. C'est un point qu'ils ont documenté. Et ils ont affirmé de manière claire et indiscutable que l'attaque qui a été menée contre l'aéroport de Niamey a été menée avec le soutien d'appuis étrangers. Ce qui vient corroborer les accusations du président Tiani lors de sa déclaration du 29 janvier 2026. Donc, il y a une réalité objective, une réalité massive qui devrait s'imposer si il y avait encore dans cette presse française des journalistes au service de la vérité, de la justice et de la solidarité humaine. Hélas, on sert au peuple français d'affreux mensonges au fil des semaines sur ce qui se passe ici au Sahel, sur ce qui se passe plus largement en Afrique. Et malheureusement, le peuple français qui est lui-même pris au cou par la crise économique, la crise financière, la crise politique, la crise sociale, la crise de confiance qui règne désormais entre le régime roni de Macron et le peuple français, ce peuple-là est trop distrait par ses problèmes internes pour se rendre compte du degré d'abrutissement que ces soi-disant médias d'État lui ont imposé en matière de politique internationale. Un jour viendra peut-être en France où des états généraux des grands mensonges de la presse d'État française seront tenus et où des procès pour haute trahison verront devant la barre des journalistes qui ont menti avec l'argent du contribuable français sur le conflit russo-ukrainien, les journalistes qui ont menti sur la duplicité réelle de la France dans la lutte prétendument antiterroriste en Afrique, les journalistes qui ont menti sur l'impact réel des actions des groupes terroristes en Afrique. J'espère qu'un jour, lorsque la Révolution française sera de retour, ils seront à la barre. Ceux-là même qui ont induit pendant plusieurs décennies le peuple français en erreur en lui donnant une fausse image de lui-même et en présentant ceux qui critiquent les crimes colonialistes, néocolonialistes et impérialistes comme des haineux, alors même que la haine, c'est le principe même hégémonique, c'est le principe de la domination qui est la haine. Voilà mes chers amis ce que je voulais dire sur ce premier point. La presse néocolonialiste française assure la propagande des groupes terroristes parce qu'elle a les mêmes intérêts que les groupes terroristes.
Mais elle ne réussira plus jamais à transformer les terroristes en gagnants, en victorieux, et les armées nationales, les peuples africains en lutte, en victimes défaites. Non. Actuellement au Sahel, actuellement en Afrique, eh bien, c'est l'Afrique qui gagne. Et ce sont les terreaux impérialistes qui mordent la poussière. Voilà la première chose que je voulais bien faire comprendre ici. Nous allons passer maintenant au second sujet de cette conférence. Merci de continuer à partager ce programme. Second sujet de cette émission, nous allons parler d'un curieux accord. Un accord diplomatique d'exemption mutuelle de visa diplomatique entre le Cameroun et l'Algérie qui vient d'être signé. Écoutez, à la base, que le Cameroun et l'Algérie aient des accords diplomatiques, c'est quelque chose de normal. Que les pays du monde entier aient des accords diplomatiques, c'est quelque chose de normal. Qu'il y ait un échange de bons procédés entre les diplomates camerounais, les diplomates algériens ou les diplomates ouzbeks, permettant la réciprocité de, garantie d'exemption, c'est-à-dire que la possibilité d'aller d'un pays à l'autre sans visa pour les diplomates. Bon, quoi de plus intéressant, quoi de plus normal, quoi de plus banal? Je ne viens pas ici réinventer la glace en matière de convention et de facilité diplomatique réciproque. Mais mon propos intègre un élément dont je m'offusque, dont je me scandalise, que les dirigeants camerounais, le gouvernement fantoche de M. Biya, ne soient pas capables de prendre en compte. La vérité est la suivante. Quels que soient aujourd'hui les accords diplomatiques qu'un pays passe avec l'Algérie, l'Algérie d'Abdelmajid Tebboune, le FLN version Kamoura Mafia, le FLN narcotrafiquant, le FLN détourneur de vote, le FLN actuel pouvoir parrain du terrorisme, quel que soit l'accord qu'un pays du monde doit passer avec ce régime, il doit toujours se demander si cet accord ne serait pas de nature à faciliter l'entrée sur son sol de ces individus qui précisément ont champ libre en Algérie et qui ont fait aujourd'hui de l'Algérie un État parrain du terrorisme. Alors, justement, mon pays natal, le Cameroun, est dans cette situation. Le Cameroun est victime de la barbarie terroriste à sa frontière nord. Le groupe Boko Haram, qui est un détachement tantôt d'Al-Qaïda, tantôt de l'État islamique, continue à faire rage dans mon pays natal. Il continue à massacrer nos paysans, à massacrer nos agriculteurs, à massacrer les femmes, les enfants, à massacrer dans les villes, dans les campagnes, dans toute la mesure du possible. C'est le cas au Nigeria, c'est le cas au Tchad, c'est le cas dans la plupart des pays du Sahel, c'est le cas au Cameroun. Et en particulier, l'Algérie a assumé ces dernières années d'héberger l'un des principaux responsables de l'organisation terroriste Al-Qaïda, le tristement et très négativement célèbre Iyad Ag Ghali. Dès lors que la diplomatie camerounaise possède de tels faits sur la table, dès lors qu'elle sait que l'Algérie est une base arrière, d'où des organisations terroristes attaquent le Sahel et viennent même jusqu'à ensanglanter le Cameroun, mais jusqu'à quel niveau d'irresponsabilité et d'inconscience ils peuvent être au point de permettre que l'Algérie choisisse librement qui elle fait entrer au Cameroun, alors que le Cameroun est victime des terroristes que l'Algérie héberge. Oui, c'est ce point-là que je souligne, et ça pose la question même de la cohérence de la diplomatie de tous les pays africains.
les renseignements à la disposition de l'ensemble des pays africains aujourd'hui permettent de savoir très clairement qui héberge les organisations terroristes sur son sol, qui leur donne le gîte, le couvert, qui leur donne la couverture médiatique, qui leur assure des facilités, qui leur donne des armes, qui leur donne du renseignement, qui leur donne des munitions. Aujourd'hui, tous les États, tous les gouvernements africains peuvent accéder à ce type d'informations. Mais pourquoi ce type d'information n'impacte-t-il pas la diplomatie? Et dans le cas du Cameroun, comment le Cameroun peut savoir que l'Algérie d'Abdelmajid Tebboune est une grande parraine du terrorisme contemporain et permettre à des gens qui vont partir d'Algérie d'entrer au Cameroun sans visa? Alors même que le Cameroun est dans la tourmente, le Cameroun est dans la spirale de l'agression terroriste. Qu'est-ce qui permet à Biya de penser que dans la liste des diplomates autorisés à entrer gratuitement au Cameroun au départ de l'Algérie, il n'y aura pas de chef terroriste ayant pour but d'installer Al-Qaïda dans la capitale camerounaise, d'installer l'État islamique dans la capitale camerounaise, en vue d'y perpétrer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois des attentats, permettant ainsi une progression rapide de Boko Haram de la pointe nord du triangle camerounais vers son centre. Mais à quoi sert-il qu'on ait envoyé M. Mbela Mbela le jeune et tous les autres là à l'école? Que le Cameroun ait payé les études de ces gens pour qu'ils signent des conventions aussi dangereuses pour le peuple, aussi dangereuses pour le pays, avec des États voyous. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Ce degré de haine de soi, ce degré de mépris de soi, ce degré d'ignorance de soi, avec lequel certains responsables politiques engagent la responsabilité du peuple, la responsabilité de l'État, la responsabilité du gouvernement, et préparent des tragédies pour leur propre population, parfois même pour leurs propres enfants. Normalement, tant que l'Algérie n'a pas cessé d'être une base arrière des organisations terroristes, mais il doit y avoir un contrôle strict des mouvements diplomatiques algériens. L'Afrique doit tirer toutes les leçons. Tous les pays qui sont des bases arrière des chefs terroristes doivent faire l'objet, mais écoutez, d'une politique d'immigration stricte. Parce que justement, quand ils obtiennent la gratuité de visa, ils en profitent pour installer leurs cellules dormantes là où il ne leur était pas possible de les installer par la force. Donc je me demande comment Yaoundé a pu signer ça. En plus, ils ont mené une communication extrêmement pompeuse, comme s'ils avaient touché le Saint Graal d'obtenir une exemption réciproque de visa avec l'Algérie. Bon, si vous faites une exemption réciproque de visa avec l'Algérie, sachez que ça veut dire que vous autorisez l'Algérie à envoyer des chefs terroristes au Cameroun. Écrivez ça. Parce que c'est comme cela que pendant très longtemps, l'Algérie s'est moquée du Mali. Quand le Mali faisait confiance à l'Algérie, l'Algérie a utilisé cette confiance pour placer ses chefs terroristes au Mali. Tout le temps que le Mali a voulu jouer le jeu de l'ancien accord d'Alger de 2015, tout le temps que le Mali a voulu jouer ce jeu-là, l'accord d'Alger de 2015 a servi de canal d'infiltration du Mali par des chefs terroristes. Au fur et à mesure que le Mali essayait de voir avec les dirigeants d'Alger comment appliquer cet accord, de nouveaux chefs terroristes étaient installés dans Kidal, installés dans Gundam, installés à Ber, installés à Tessalit, ils étaient installés à Mopti, ils étaient installés partout. Le terrorisme descendait partout au Mali. Quand le Mali croyait que l'Algérie était de bonne foi et que l'accord d'Alger pouvait être un cadre pour aller vers la paix. Pourquoi les dirigeants d'Afrique centrale, qui pactisent aveuglément avec l'Algérie, ne peuvent pas tirer des leçons des expériences amères des dirigeants d'Afrique de l'Ouest? Je suis ministre des Affaires étrangères. Quelqu'un me propose de mettre en place une convention de libre circulation de nos diplomates. Mais je sais que dans son pays, il y a des chefs terroristes très influents, chefs terroristes d'organisations qui ensanglantent mon pays. Mais je lui dis, je veux bien qu'on passe une telle convention de visa réciproquement exempté. Mais il faut d'abord que vous délogiez tous les dirigeants d'organisations terroristes chez vous. Parce que je ne peux pas vous donner la facilité d'entrer chez moi
Tant que j'ai la conviction et la preuve que vous pouvez faire entrer chez moi les principaux cerveaux de ceux qui ensanglantent mon pays. Et c'est cette remarque que j'ai faite quand on a vu les yeux doux que la même Algérie essaye de faire au Niger. Le Niger est attaqué par l'État islamique. Il est attaqué par Al-Qaïda. Ces deux organisations terroristes sont hébergées en Algérie. Et l'Algérie veut faire des affaires avec le Niger. Astaghfirullah. Vous voulez exploiter le pipeline avec le Niger alors que les gens qui ont explosé le pipeline nigérien se promènent librement chez vous? On peut faire ça, mais ça c'est de la sorcellerie pure. C'est-à-dire que quelqu'un vient te dire, écoute, je voudrais t'aider à cultiver ton champ, mais entre-temps, j'héberge ceux qui ont tué ton père dans son champ. Je vais t'aider à cultiver ton champ, mais ceux qui ont tué ton père dans son champ, là, je les héberge chez moi. Fais-moi confiance. Comment peux-tu pactiser pour travailler dans ton champ avec quelqu'un qui héberge ceux qui ont tué ton père dans ton champ? C'est la question qu'on doit poser à l'Afrique noire. C'est la question qu'on pose ici au Cameroun. Est-ce que vous savez qui vont vous envoyer? Sous couvert de vous envoyer des diplomates, est-ce que vous savez qui vont vous envoyer avec votre exemption superficielle de visa? Donc moi je proteste contre la légèreté diplomatique de certains pays africains. Je proteste contre la légèreté diplomatique camerounaise. Je proteste contre cet amateurisme, cette irresponsabilité. C'est scandaleux. Il faut faire porter à l'Algérie la responsabilité de son parrainage du terrorisme contemporain. C'est un devoir de tous les diplomates authentiquement africains. Malheureusement, la diplomatie camerounaise actuelle n'est pas authentiquement africaine. Si elle était authentiquement africaine, elle serait solidaire de l'AES. Elle serait solidaire du Mali. Le Mali qui est attaqué à partir de l'Algérie, le Mali dont les moyens de défense ont été attaqués ouvertement par l'Algérie. Si nous, pays d'Afrique subsaharienne, appliquons la loi d'action-réaction, si nous appliquions vraiment la loi de solidarité, l'Algérie aurait perdu toutes ses relations diplomatiques au sud du Sahara à la suite de la trahison qu'elle a perpétrée contre le Mali et plus largement contre le Sahel. Mais vous voyez, l'Occident tout entier s'aligne pour défendre Israël. L'Occident tout entier s'aligne pour essayer de sauver le Groenland. Mais l'Afrique, notre Afrique, quand elle est attaquée, ben une partie des Africains se ligue avec ceux qui attaquent. C'est vraiment honteux. Et je tenais à le dire. Abordons maintenant le dernier sujet de cette conférence. Dernier sujet de cette émission du 3 février 2026. Convocation de l'ambassadrice du Niger en Côte d'Ivoire par le régime d'Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être rapidement dégagé. Alassane Dramane Ouattara, feignant une colère noire, feignant une colère sombre, une colère dame, l'ambassadrice de la République du Niger en Côte d'Ivoire, après la déclaration du président Tiani rappelant que la France macronienne, le Bénin talonien et la Côte d'Ivoire ouattarienne étaient les véritables parrains, sponsors des terroristes qui ont attaqué l'aéroport président Hamani Diori de Niamey. Examinons un peu le problème. Est-ce que la diplomatie ivoirienne a produit quelques arguments afin de justifier cette convocation, des arguments qui puissent tenir debout? Je n'ai pas vu d'autres arguments que la colère après l'accusation. Mais je n'ai pas vu d'arguments ayant pour but d'établir que les faits qui sont reprochés à M. Ouattara n'étaient pas fondés. Mais j'ai essayé de savoir qui avait essayé d'argumenter, qui avait essayé de justifier tout cela. J'ai fini par trouver
un misérable et nullissime plumitif qui écrit dans Fraternité Matin sous le nom de Adama Koné. Je voudrais dire aux autorités ivoiriennes actuelles qu'en tant qu'ancien étudiant et ancien professeur de Côte d'Ivoire, j'ai personnellement honte de l'effondrement du niveau des journalistes d'État qui sont affectés à Fraternité Matin. Un type comme Adama Koné ne devrait pas écrire dans Fratmat. Fratmat, c'est le quotidien gouvernemental de Côte d'Ivoire. On ne doit pas laisser n'importe quel bousilleur. Comme dirait feu le président Aimé-Henri Konan Bédié, on ne devrait pas laisser n'importe quel hypochondriaque écrivain se perdre pour aller écrire dans Fratmat. Et il écrit quelque chose qu'on présente même abusivement sous le nom de éditorial. Écoutez-moi un éditorial. L'éditorial d'Adama Koné. Adama Koné, lui, dit qu'il a écrit un éditorial. Écoutez-le. Face au Niger, auteur, fermeté et grandeur diplomatique. Par Adama Koné le 2 février 2026. Dans la nuit du 28 au 29 janvier, une attaque armée a visé la base aérienne 101 de l'aéroport international Hamani Diori à Niamey. Des explosions et des tirs ont été entendus et bien que l'assaut ait été repoussé par les forces nigériennes avec le soutien russe, plusieurs avions civils ont été touchés et des soldats blessés. La suite, ce sont des commentaires et accusations des hautes autorités de ce pays contre la Côte d'Ivoire, entre autres. Et pour rester dans le langage militaire, la riposte ivoirienne ne s'est pas fait attendre. La Côte d'Ivoire est restée droite dans ses bottes, fidèle à son élégance diplomatique et ferme dans sa démarche, face aux propos tenus par le président nigérien à la suite de l'attaque de l'aéroport international de Niamey. Contre la France, le Bénin et la Côte d'Ivoire, il a tenu les propos que les gars que nous avons pour nos lecteurs et le monde entier ne permet pas de mentionner dans ces lignes. Toujours est-il que le président nigérien allait trop fort dans ses accusations qui du reste ont été battues en brèche par la revendication de l'attaque par le groupe État islamique seulement quelques heures après. En regardant un des épisodes du feuilleton Les Nounous qui capte l'attention de bien de foyers ivoiriens depuis une semaine, cette phrase prononcée par une actrice célèbre dans le film interpelle. Tu ne sais pas que coupeur de tête n'aime pas qu'on passe avec machette derrière lui. Encore que celui qui avait la machette s'est clairement dévoilé, sans commentaire. Passons. Dans l'affaire, la Côte d'Ivoire a montré toute sa grandeur, son calme et sa responsabilité dans la gestion des affaires diplomatiques. On peut bien se souvenir de l'administration responsable et sereine dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens retenus pendant des mois au Mali. L'année dernière, ce sont les autorités burkinabées qui accusaient Yamoussoukro de servir de base arrière à une déstabilisation. Les preuves annoncées par Ouagadougou depuis n'ont jamais été apportées. A contrario, le ministre délégué ivoirien en charge de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Adama Dosso, s'est rendu dans le dernier trimestre 2025 à Ouagadougou pour réchauffer les relations entre les deux pays voisins. Des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, seul le Niger attendait-il d'organiser un litige avec la Côte d'Ivoire? Ce sont les phrases d'un journaliste qui écrit dans Frat Matin. La sortie du président de ce pays a suscité en tout cas une réaction ferme de la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur nigérien à Abidjan, Alfari Sita Saïda Badamasi Dariri, a été convoqué. Il a été dit toute l'indignation du peuple ivoirien par rapport aux propos des hautes autorités de son pays. Elle a eu également pour mission de transmettre à ses mandants un courrier de protestation en bonne et due forme. En le faisant, la Côte d'Ivoire donne en même temps une leçon. Elle ne s'engage pas dans la voie du marché noir de la coopération, mais emprunte un chemin officiel. Elle fait comprendre qu'elle est un État responsable et respectueux des pratiques diplomatiques. Le pays montre qu'il ne tolère pas certains actes ou déclarations du Niger jugés inacceptables. C'est un signal clair. La Côte d'Ivoire rappelle qu'elle est un État souverain qui exige le respect. Le gouvernement ivoirien oppose ainsi la diplomatie aux accusations hostiles. Il préserve tout compte fait l'esprit du dialogue. Ne l'oublions pas. La Côte d'Ivoire est l'ami de tous et l'ennemi de personne. Toutefois, elle sait montrer ses muscles. Dans le communiqué produit à la suite de l'entretien entre le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères, la coopération internationale et l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire, il est dit au dernier paragraphe, le gouvernement ivoirien reste attentif à la suite qui sera donnée à cette démarche et se réserve le droit de tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Fin de citation. Une posture de fermeté qui assure l'opinion publique nationale sur la détermination du gouvernement à défendre les intérêts nationaux
et à ne pas rester passif face à des actes perçus comme hostiles ou injustes. C'est aussi un message à la sous-région où le pays joue un rôle moteur au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et de la CEDEAO. Il faut noter que la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire constitue la diaspora la plus importante de ce pays avant le Sénégal, le Mali et la Libye. Ces ressortissants vivent en bonne intelligence avec les autres communautés étrangères et la population ivoirienne et le gouvernement a toujours œuvré à cette cohésion, mettant les questions communautaires au-dessus des problématiques diplomatiques. Toute chose qui fait que, quand de la sortie des autorités nigériennes, n'impacte en rien les relations entre les communautés. Une réalité qui n'est pas toujours prise en compte ailleurs, mais qui fait aussi la grandeur de la Côte d'Ivoire. En adoptant la démarche qu'elle a eue, la Côte d'Ivoire gagne surtout en crédibilité, en fermeté et en influence diplomatique. Fin de lecture de ce navet indigne d'un quotidien d'État. Je commence par accuser M. Ouattara Draman et tout son gouvernement d'avoir imposé dans les médias publics des nullards. D'avoir imposé dans les médias publics des gens médiocres, des gens qui ne méritent pas d'écrire un éditorial dans un organe de cette importance. Pourquoi ce type-là ne mérite pas d'écrire un éditorial dans un organe de cette importance? D'abord, il a une plume quelconque. Il n'y a rien qui fasse, quand on lit cet éditorial, qui fasse penser que cet individu a un style. C'est un individu astylistique. Astylistique. Un individu sans style. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, du point de vue du style, peut passer 3 fois devant vous sans que vous le voyez. Parce qu'il n'a rien. Son style n'existe pas. C'est un scribouillard plat. On ne devrait pas laisser ce genre de type écrire dans le quotidien national de la République de Côte d'Ivoire. Ce quotidien a connu des plumes de meilleure qualité, de grande qualité. Et certaines plumes existent encore qui peuvent davantage, ne serait-ce que représenter l'esthétique, la stylistique, la rhétorique, la zététique, l'herméneutique, en produisant des éditoriaux qui, s'ils n'épousent pas complètement la vérité, du moins arrachent la palme de la qualité formelle. On ne devrait pas permettre à ce genre de scribouillard de publier et de mettre son nom sur Fratmat. Ça, c'est un. De deux, je m'intéresse au fond de l'article. À aucun moment, ce monsieur n'apprécie les faits qui sont querellés. Le président Abdourahmane Tiani dit que l'attaque contre le Niger a été sponsorisée par la France de Macron, la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara et le Bénin de Talon. La question qu'un journaliste bien formé doit se poser, c'est: existe-t-il des textes, des déclarations publiques dans lesquelles Emmanuel Macron a fait état de sa volonté de nuire à la sécurité et à la paix du Niger, de punir le Niger? Est-ce que de tels textes existent? Réponse: oui. Le président de la République française actuelle a plusieurs fois menacé de punir sévèrement les pays du Sahel au motif que ceux-ci se sont rapprochés de la Russie et qu'ils ont délogé la France. Plusieurs officiels français se sont exprimés en ce sens. Pas seulement le président Macron, mais ses ministres successifs de la Défense, ses ministres successifs des Affaires étrangères et même un certain président d'une commission des Affaires étrangères au Sénat français, Christian Cambon. On a une foule de déclarations de dirigeants français indiquant leur hostilité aux gouvernants du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Pour ce qui concerne la France, on sait que quand Mohamed Bazoum a été renversé, et on le sait par des documents officiels de l'Assemblée nationale française, Emmanuel Macron a fait élaborer un plan qui visait à sauver le soldat Bazoum et à le réinstaller dans le fauteuil présidentiel. Ces faits ont été évoqués au débat public de l'Assemblée nationale française. Emmanuel Macron aux premières heures du coup d'État sur YouTube, Franklin Yamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. S'il vous plaît, un tour de partage. On essaye de nous empêcher de nous exprimer. Pourtant, je suis juste en train de corriger
un certain Adama Koné qui ne devrait jamais écrire dans Fratmat, il faut le chasser. Si Adama Koné est vu en train d'aller vers Fratmat, il faut le chasser, il faut lui faire changer de direction. Il ne doit pas aller à Fratmat. Surtout pas avec un stylo pour écrire. Donc, laissez-moi m'exprimer. Partagez massivement cette émission. D'accord? Non. D'abord, au niveau de la France, il y a des déclarations du président Macron, des déclarations des ministres des Affaires étrangères. Il y a de nombreuses déclarations de parlementaires. Une opération militaire contre le Niger en 2023. Mais c'est la France. La CEDEAO était explicitement soutenue par la France pour agresser le Niger. Donc le président Abdourahmane Tiani n'a même pas besoin de se baser sur les derniers faits en date pour établir que l'hostilité qui est exercée contre le Niger est forcément soutenue, appuyée, aidée par les néocolonialistes français qui plus est, qui se sont réorganisés pour se réinstaller à la frontière nord et bien du Bénin et donc au sud du Niger. Prenons le deuxième acteur, Patrice Talon. Mais celui-là, il ne cache pas son hostilité aux autorités nigériennes. Combien de fois Patrice Talon n'a pas pris la parole lors des réunions de la CEDEAO pour dire qu'on allait faire usage de la force pour établir un gouvernement conforme au néocolonialisme français à Niamey? Mais qui n'a pas vu Patrice Talon, affirmer qu'il était du camp de la force contre le Niger? Est-ce que les déclarations de Talon manquent? Bon, laissons Talon. Sans oublier tous les actes d'hostilité qu'il a posés contre le Niger, empêchant par exemple le Niger de commercialiser librement son pétrole sur l'océan Atlantique. Laissons Talon, intéressons-nous à Alassane Ouattara. Monsieur Adama Koné, est-ce que vous avez oublié que Monsieur Ouattara est, de tous les dirigeants de la CEDEAO, celui qui a pris personnellement sur lui la responsabilité d'annoncer la formation d'un bataillon de 1100 hommes pour attaquer le Niger? Mais écoutez, Monsieur Ouattara, venez ici, Ouattara, guerre Niger. Mais comment est-ce que Ouattara peut manquer parmi ceux qui veulent attaquer le Niger, alors qu'il est celui qui a affiché de la manière la plus flagrante possible sa volonté d'attaquer le Niger? Alassane Ouattara n'a-t-il pas... je vais prendre l'élément dans lequel, voilà. Monsieur Ouattara. Nous avons demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement. Voilà. Et sans condition. Voilà. Troisièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger. Regardez-moi ce que dit ce minable. De s'occuper de la gestion de son pays comme celle-ci lui a été confiée par le peuple nigérien. Il écrit un éditorial. La CEDEAO, oui. Bien sûr, une fois que ces conditions seront remplies, oui. Les chefs d'État de la CEDEAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence. Incroyable. En vue du renforcement. Adama Koné, c'est de ça qu'on parle. Espèce d'ignorant. Démocratie. Nous avons réaffirmé aussi. C'est de ça qu'on parle. Les légistes seront tenus pour responsables. Pour écoutez Ouattara. Ce qui pourrait arriver au président Bazoum, à son épouse, aux membres de sa famille. Regardez comment il parle, Adama Koné. Les personnes détenues avec lui. Les putschistes sont tenus totalement responsables. Carrément. Des sanctions imposées. Alors que lui, c'est le plus grand des putschistes d'Afrique de l'Ouest. C'est un point qui a été relevé par tous les chefs d'État. Écoutez comment il parle, Adama Koné. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien. Regardez. Regardez comment il est minable. La Côte d'Ivoire a des relations fortes et spéciales avec le Niger. C'est pas possible. Depuis le temps d'Hameni Diori et de Houphouët-Boigny. Hameni Diori. Il n'y a pas de Hameni Diori au Niger. De voir le peuple frère du Niger soumis à des sanctions.
Fermeture de banque. C'est vous qui avez fermé. Commerce interrompu. C'est vous qui avez interrompu. Diminution de fourniture d'électricité. C'est vous qui avez diminué. Mais nous tenons à dire que cela est la faute des putschistes. Parce que c'est eux qui se sont coupés le courant tout seuls. Il n'y a pas eu de tentative de coup d'État. Voilà l'homme. Cela ne serait pas arrivé. Voilà l'homme dont parle Adama Kone. Le souligner. Voilà la grandeur. Je demande personnellement, et les chefs d'État l'ont dit. Oui, ils ont dit quoi? Demandons aux putschistes de mettre fin à la souffrance des Nigériens. Un vrai plaisantin, Ouattara Dramane. Ça fait plus d'une semaine que ce pauvre peuple n'a pas d'électricité donc il est amoureux. Dans les régions. Oui. La nourriture commence par manquer. Voilà les foutaises. La famine pourrait s'installer dans le pays. Oui, carrément. Les gens ne peuvent retirer que 10 000 francs par jour et encore. Menteur. Ainsi de suite. Un vieux qui ment. Il faut mettre fin aux souffrances des Nigériens. C'est un démon, ce monsieur. Alors, la CEDEAO, vous savez, a fait sa part. La CEDEAO. Elle a dépêché ce qu'il a fait. Donc, le président Abdussalam Abouakar et le sultan de Sokoto. Le Niger sait que Ouattara est contre lui. Regardez ce que Ouattara dit. Ils n'ont pas été reçus par le chef de la junte. Les putschistes. Un gros putschiste, Ouattara lui-même. Le plus grand putschiste d'Afrique de l'Ouest. Regardez comment il parle des autres. Il constitue un manque de respect pour sa haute personnalité. Carrément. Pour le Nigeria. Le respect pour qui? Un fraudeur aux élections, un violeur de constitution. Ce n'est pas acceptable. Un emprisonneur d'opposants comme vous. En fonction de toutes les informations que nous avons obtenues. Écoutez pourquoi le Niger sait que c'est lui qui est derrière. De constat. Oui, un constat de quoi? De manque de volonté de la part des putschistes. Oui, vous allez faire quoi? De rendre le pouvoir. Oui, comme il ne rentre pas là. Démocratique pas oui, élu. Comme il ne rentre pas, Ouattara, vous allez faire quoi? Les chefs d'État ont décidé. Oui, vous avez décidé d'activer la force en attente. Voilà. Et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Voilà, carrément. Les chefs d'État ont marqué un accord. Un plaisanteur. Donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays. C'est ça. La Côte d'Ivoire. Voilà. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon. Adama Kone. Et a pris toutes les dispositions financières. Adama Kone, écoutez. L'opération. Espèce de plumitif, journaliste nul. 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc, je dis, si vous êtes nigérien, si vous êtes du pouvoir nigérien, est-ce que vous pouvez douter que ce monsieur est derrière tous les coups contre vous? Non, honnêtement, si vous êtes du régime du CNSP au Niger, est-ce que vous pouvez douter que ce monsieur de Ouattara, lorsqu'il y a un coup bas qui vous arrive, ce monsieur est forcément derrière? Est-ce que vous voyez l'acharnement dont il a fait preuve contre le Niger? Vous avez vu toutes les moqueries, toutes les menaces. Vous avez vu la suffisance avec laquelle il parle de la politique des gens. Ce monsieur que vous voyez là, je vous ai fait la liste des coups d'État qu'il a perpétrés. La liste des coups d'État. Je vous ai dit que Alassane Ouattara est le champion. Alassane Ouattara est le champion des coups d'État perpétrés. J'ai fait à un moment donné un document à l'adresse de ceux qui ont des problèmes de mémoire. Parce que certains ne savent pas qui est Ouattara. Certains ne savent pas qui est Ouattara. Et voilà. J'ai fait un petit document intitulé Alassane Dramane Ouattara, le plus grand déstabilisateur d'Afrique de l'Ouest. Les faits sont indiscutables. Écoutez tout ce que lui, là, il a fait. Tentative de coup d'État en décembre 1993 contre le régime PDC-RDA du président Oufoué. Tentative de coup d'État en octobre 1995 contre le régime PDCI-RDA du président Bédi. Coup d'État réussi le 24 décembre 1999 contre le régime PDCI-RDA du président Bédi. Tentative de coup d'État dite du cheval blanc en septembre 2000 contre le régime du CNSP du général Gueye. Tentative de coup d'État en octobre 2000 contre le régime FPI du président Babou. Tentative de coup d'État des 6-7 janvier, le complot de la Mercedes noire, en janvier 2001, contre le régime FPI du président Babou. Tentative de coup d'État du 19 septembre 2002, contre le régime FPI du président Babou. C'est toujours Ouattara. Tentative de coup d'État au Burkina Faso en septembre 2015, contre le régime de transition de Kafando. C'est Ouattara qui a financé, qui a armé. Tentative de coup d'État au Gabon en septembre 2016 contre le régime d'Ali Bongo. Alassane Ouattara avait déjà envoyé son conseiller spécial organiser un coup d'État contre Ali Bongo là. Comment il s'appelait? Le conseiller spécial là, il s'appelait Mamadi Diané.
On continue. Coup d'état civil en 2020 en Côte d'Ivoire. Coup d'état contre le régime MPP du président Roch Kaboré au Burkina Faso en janvier 2022. Alassane Ouattara, c'est le parrain de Damiba. Il était très content que Damiba renverse Roch Christian Kaboré. Alors qu'il prétendait que Roch Christian Kaboré est son neveu, dès que Damiba a renversé Roch, Alassane Ouattara a accueilli Damiba avec un très grand sourire. Mon fils Damiba, mais tu es un garçon brillant. On continue. Tentative de coup d'état contre le régime du CNSP du Niger, du général Tiani, en septembre 2023. Coup d'état civil en octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Nombreuses tentatives de coup d'état contre le régime du général Assimi Goïta au Mali, de 2021 à 2026. Alassane Ouattara est derrière toutes les tentatives de coup d'état ici au Mali, depuis 2021. Nombreuses tentatives de coup d'état contre le régime MPSR2 du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso de 2022 à 2026. Il n'y a pas eu une tentative de coup d'état au Burkina sans que Ouattara ne soit dedans. Et tentative de coup d'état, car en fait l'attaque de l'aéroport, c'était un coup d'état. S'ils avaient réussi à prendre l'aéroport, ils allaient progresser sur d'autres positions de la capitale, sans coup ferré. Tentative de coup d'état du 29 janvier 2026 contre le régime du CNSP du Niger. Alassane Ouattara est derrière toutes ces déstabilisations. Si vous prenez de 1993 jusqu'en 2026, vous vous rendez compte que ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans de déstabilisation. Plus de 30 ans de déstabilisation auquel Alassane Dramane Ouattara a activement participé. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est ce monsieur-là qu'un certain plumitif scribouillard hypochondriaque nommé Adama Koné essaye de présenter comme un homme de grandeur, de hauteur et de diplomatie. Quelle leçon diantre Alassane Ouattara peut-il donner à l'ambassadrice de la République du Niger en Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est le plus grand vivant en Afrique de l'Ouest, c'est lui. Qu'est-ce qu'il peut dire à la diplomate nigérienne? Lui qui n'a fait que ça, déstabiliser, violer, voler le pouvoir. Écoutons comment il continue. La Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Voilà. Je voudrais indiquer... Donc vous voyez, Adama Koné, quand vous prenez votre plume et vous voulez écrire un édito pour dire qu'Alassane Ouattara s'est comporté avec grandeur, avec hauteur, qu'Alassane Ouattara a privilégié la diplomatie, il faudrait commencer par réfléchir au sort qu'il faut faire à tous les faits, à toutes les déclarations de guerre. Parce qu'Alassane Ouattara, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a déclaré la guerre au Niger. Il a déclaré la guerre au Niger depuis 2023. Et il l'a fait publiquement, devant le drapeau. Donc il n'y a aucune espèce de manière qui permette de présenter Alassane Ouattara comme un homme de paix. Hors pair. Voilà pourquoi son pouvoir doit tomber. Si on veut que l'Afrique de l'Ouest retrouve sa véritable stabilité, sa paix, son harmonie et son équilibre, Ouattara Dramane doit quitter le pouvoir en Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien doit se débarrasser du tyran. Et il n'y a pas 36 000 solutions pour que la Côte d'Ivoire retrouve toute sa place dans le concert des nations. Elle doit se libérer de son tyran, le néocolon noir Alassane Dramane Ouattara. Donc la convocation de l'ambassadrice de la République du Niger en Côte d'Ivoire par Ouattara est une convocation nulle et de nul effet. Elle n'a ni fondement moral, ni fondement diplomatique, ni fondement historique. C'est une convocation de mauvaise foi. C'est une convocation hypocrite, opportuniste. C'est une convocation purement fantasmagorique. De contenu, elle est nulle. Alassane Dramane Ouattara est un ennemi du peuple ivoirien et c'est un ennemi des peuples africains en général. Et il doit être traité comme tel. Je me réjouis du fait que le président Abdourahmane Tiani a été très précis sur le destin de ceux-là même qui organisent depuis plusieurs années maintenant la déstabilisation de la sous-région. Ce que tu fais, te fait. Ce que Ouattara a passé son temps à faire aux gens, c'est cela qui va précisément lui arriver.
Et moi, je n'en doute pas, car je sais que la loi d'action-réaction est en accélération dans l'histoire de nos nations. Mes amis, je vous remercie d'avoir suivi et partagé massivement ce programme. Merci à vous.